Vous ne l'auriez probablement jamais imaginé, mais le Congo et le Rwanda sont entrés en compétition avec l'Ukraine et ont gagné. Je dis cela et je comprends parfaitement que la prochaine pensée qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Mais en réalité, tout cela est vrai. C'est juste qu'un idiot, selon la plupart des blogueurs ukrainiens du nom de Donald Trump, a dit « Celui qui mettra fin à la guerre en premier, celui-là, nous allons extraire des métaux rares, construire des usines de traitement, des chemins de fer, occuper la population, en général rééquiper les ports maritimes, créer une zone sans impôts, amener une armée privée pour protéger tout cela et faire de votre région le point le plus dynamique de la planète. » La motivation de la plupart des journalistes et blogueurs ayant suivi la dure école des universités américaines est très simple. Tout ce que dit l'adversaire, le rival, l'ennemi, eh bien, celui qui est de l'autre côté. Oui, peu importe si cela coïncide avec nos déclarations précédentes, avec nos opinions, mais tout ce qu'il dira, même si cela coïncide, c'est terriblement horrible, cela mènera à des conséquences irréparables. Tout ce que dit notre camp, notre leader, simplement ce que disent les nôtres, voilà ce que disent les nôtres. Et même si cela coïncide par hasard avec l'horreur que l'adversaire a dite, tout cela entrera merveilleusement dans l'histoire et sera absolument incontestable. D'ailleurs, même si vous voyez que le soleil se couche à l'horizon et que notre leader, encore une fois, ou notre leader de la propagande dit qu'il est au zénith, alors ne croyez pas vos yeux. Vous pensez que j'exagère ? Alors, regardez la chaîne d'information où plusieurs présentateurs ont déjà commencé à reprendre leurs esprits. J'ai montré ça hier et avant-hier. Il existe toujours une atmosphère du genre « ne viens pas déranger mes sentiments avec tes faits ». Donc, Donald Trump a mis fin à une guerre en Afrique qui durait depuis de nombreuses années, à mon avis, et qui coûtait la vie à des milliers de personnes. L'Ukraine nous est plus proche, c'est évident, mais ce dont je parle, c'est là-bas. Là-bas, beaucoup plus de personnes ont été tuées, beaucoup plus sont mortes. C'est simplement une guerre meurtrière entre les pays voisins africains, le Rwanda et le Congo, 6 millions de morts selon l'Organisation des Nations Unies. Là-bas, c'est le monde entier, les forces de la raison. Rien n'a aidé, ils n'ont pas pu arrêter cela, Trump est arrivé et il a arrêté. Et pas avec des canons, mesdames et messieurs, ni avec des hélicoptères, ni avec des missiles. Mais CNN ne veut pas le remarquer. Si CNN ne veut pas le remarquer, alors cela n'a pas eu lieu. Négociation. Mais il a prévenu que la fin du conflit dépendra de la volonté politique et de la bonne foi. Il ne sait pas si c'est vraiment le cas concernant le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore fait. Tu n'as pas regardé les infos hier? Ils l'ont littéralement annoncé ouvertement. Mais l'accord a été signé hier à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, voilà. Monsieur le Président, c'est vraiment un jour historique. Parce qu'aujourd'hui, un accord de paix est signé entre le Congo et le Rwanda pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 30 ans. Non, dit la présentatrice, ce n'est pas encore la fin de ce conflit. Ils ont également dit que la paix signée entre l'Inde et le Pakistan ne tiendrait pas, et que la production nucléaire en Iran n'a pas été bombardée. Autrement dit, tout ce que fait Trump est horrible, n'aboutira pas, ne tiendra pas. Tu as dit, et il semble que tu sois d'accord avec Pete. Il dit que les médias ont une sorte de désir de contredire Donald Trump. C'est toi qui l'as dit. Ça arrive chaque jour. Tu penses que c'est ce qu'ils veulent? Tu penses qu'il arrive avec l'intention de dire « il ment, il ne dit pas la vérité ». Tu penses vraiment qu'il est honnête? Tu crois en ses relations établies? Oui, je le pense que toujours, tous les présidents font ça. Tu crois ça? Le président dit la vérité. Je crois que le président actuel dit souvent la vérité et annonce certaines choses à l'avance. Je suis d'accord avec cette opinion.
Trop tôt. Ils ont déjà inclus ces pays, mais le programme n'est pas encore prêt. Il me semble, bon, voilà les nouvelles. Ok, c'est une telle absurdité flagrante. Vous comprenez que la présentatrice essaie de nous convaincre, vous et moi, que Trump ment à propos de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Et il a été signé là, directement à la Maison-Blanche, signé. Nous avons même vu la signature et les dirigeants des deux pays ont dit que c'était uniquement grâce à Trump. Introduisons-la dans Le contexte. Introduisons-la dans le contexte. Le vendredi 27 juin, Rwanda, République démocratique du Congo. Ils ont signé un accord de paix historique avec les États-Unis comme médiateurs. Ce n'était pas simplement une réussite diplomatique. Il visait à mettre fin à 3 décennies d'un conflit dévastateur qui a coûté la vie à environ 6 millions de personnes et forcé 7 millions d'autres à quitter leur foyer. 30 ans de meurtre, 6 millions de morts, 7 millions de réfugiés. Et voici la vérité que raconte le docteur Steve Turley. C'était la fin officielle. C'était la fin officielle de ce conflit. L'accord aborde plusieurs questions cruciales. L'accord couvre plusieurs questions clés et prévoit le retrait complet des troupes rwandaises de l'Est du Congo dans un délai de 90 jours. La cessation des opérations militaires de l'armée congolaise contre les groupes armés pendant 90 jours. La mise en place de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité dans un délai de 30 jours et le lancement de cadres régionaux d'intégration économique dans un délai de 90 jours. De plus, l'accord de paix comporte également d'importantes implications économiques pour les États-Unis que ce participant médiocre du panel de CNN a complètement ignoré. L'accord permet au gouvernement américain et aux entreprises américaines d'accéder aux minéraux stratégiques du Congo, y compris certains des plus grands gisements mondiaux de coltan et de cobalt, ainsi que d'or, de tantal, d'étain et de tungstène, tous nécessaires à la production de technologies. C'est l'un des domaines clés sur lesquels l'administration Trump se concentre. À l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de l'informatique quantique, Trump ne veut pas que les États-Unis dépendent d'une autre nation de quelque manière que ce soit dans la production technologique. Autrement dit, pratiquement tout ce que Trump voulait extraire en Ukraine après l'arrêt de la guerre, naturellement, nous allons maintenant l'extraire en Afrique. Malgré 6 millions de morts, les dirigeants de ces deux pays se sont révélés plus intelligents, tout comme leur population, que les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine. Ils vont connaître une renaissance économique, voire un boom. Pour faire simple, oui. Cela signifie qu'il n'y aura plus de meurtre, ni de destruction, mais qu'il y aura du travail, des biens, et la vie reprendra. Et en plus de cela, cet accord de paix, conclu avec la médiation des États-Unis, crée une sorte de barrière protectrice entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, d'une part, et la Russie et la Chine, d'autre part. Rappelez-vous, c'est une région où la Chine et la Russie étendent activement leur influence. Et cet accord de paix aide largement à contourner cela, tant sur le plan politique qu'économique. Et pourtant, est-ce que l'un des participants de ce panel sur CNN, sans même parler de ce semi-lettré, a ne serait-ce qu'évoqué cela? Bien sûr. Bien sûr que non. Ils étaient trop occupés à inventer une nouvelle thèse anti-Trump. Mais le fait est que des choses comme le bien, la valeur, la légitimation ne sont pas des faits en soi. Ce sont des cadres. Ce sont des cadres. Ils vous indiquent si quelque chose est bien ou mal. Voilà ce qu'ils font. L'aspiration. L'aspiration du journaliste au fait est présentée comme noble. Ceci est présenté comme moralement juste et équitable. Et c'est précisément ce que souligne Scott Jennings à propos de cette femme, de cette quasi-analphabète. Hier, j'ai publié une vidéo dont le segment final contenait des extraits d'un entretien qu'il est même difficile d'appeler un entretien. Disons plutôt d'une conversation avec Mikhail Katsin, ou peut-être qu'il s'appelle Katsin en Ukraine. C'est un blogueur ukrainien vivant en Europe, et Yuri Rashkin aussi, je pense, un blogueur ukrainien, mais des États-Unis.
où il travaille pour le Parti démocrate dans une toute petite ville comme bénévole, mais il écrit en même temps qu'il est membre d'un certain conseil municipal. Peut-être qu'il est membre d'un conseil municipal, mais il ne reçoit pas un seul dollar pour ça. Ce n'est pas un travail, c'est simplement du bénévolat. Bon, les gars, ça n'a pas d'importance. Il faut bien que la personne se donne un titre, il en a inventé un. Très bien, il en a inventé un, oui. Donc, il obtient ses interviews à ce sujet. Donc, voilà. Hier, j'ai dit qu'il s'agissait d'un rustre peu instruit, grossier et un peu stupide. Disons-le ainsi, qui passe son temps à lécher les assiettes du Parti démocrate. Elle, ainsi que toute l'industrie médiatique traditionnelle, présente constamment le président Trump sous un jour négatif et méprisant. Rush Limbaugh en parlait toujours lorsqu'il s'agissait des médias traditionnels. Ce n'est pas seulement qu'il se trompe sur les faits, ce qui est déjà mauvais en soi. Les médias traditionnels, en tant que gardiens de l'information, ou du moins ceux qui l'ont été autrefois, racontent cela à leur audience en diminution. Qu'il s'agisse de bons ou de mauvais faits, ils rapportent s'ils méritent des éloges ou des critiques, s'ils sont corrects ou non. Voilà la différence entre la façon dont ils couvrent les démocrates et la façon dont ils couvrent les républicains. Les démocrates. Les monarchistes étaient présumés innocents, contrairement aux républicains qui étaient présumés coupables jusqu'à preuve du contraire. Voilà comment c'est présenté. Mais, pour une raison quelconque, quand il s'avère que les républicains avaient raison, le sujet est immédiatement clos. Merci au docteur Tarly pour son explication claire et compréhensible. Le guide suprême de l'Iran a averti Washington des conséquences irréparables si les États-Unis s'impliquent dans la campagne militaire d'Israël contre Téhéran. L'Iran a lancé des missiles sur une base aérienne américaine clé au Qatar en réponse, selon Téhéran, aux récents bombardements américains de leur site nucléaire. Le corps des gardiens de la révolution islamique a publié ces images, déclarant que l'Iran ne laissera en aucun cas sans réponse une attaque contre son intégrité territoriale. Au cours des dernières décennies, l'Iran a dépensé plus de 10 milliards de dollars pour des armes russes, essayant de créer, selon eux, un bouclier impénétrable. Ils ont acheté de tout, des systèmes de missiles anti-aériens S-300, des chasseurs MiG-29M et des avions d'entraînement, jusqu'à des moyens de guerre électroniques essentiels, tels que des radars, des équipements de brouillage et des systèmes de navigation. Il s'est avéré que la Russie a fourni environ 96% des importations d'armes de l'Iran. Néanmoins, au cours des 2 dernières semaines, des centaines de chasseurs drones israéliens et même 7 bombardiers B-2A ont réussi chacune de leurs missions contre l'Iran. 96% des armes en Iran proviennent de la Russie, c'est-à-dire que tout ce que la Russie pouvait fournir, elle l'a livré à l'Iran. Et donc, à part ce qui n'existe que dans les dessins animés, bien sûr, il semble qu'ils aient apporté tout le reste là-bas. Et rien, ni des États-Unis, ni d'Israël. Avec l'attaque, la flotte aérienne, tout le reste, les armes russes n'ont rien pu faire. Bien que la Russie les fournit à l'Iran spécifiquement pour protéger le ciel contre les États-Unis et Israël. Tout ce que la Russie disait à l'Iran et à tous les autres s'est avéré être une pure invention, aussi fictive que des dessins animés. Israël a détruit la majorité des défenses aériennes de l'Iran. En seulement 48 heures, Israël a détruit la plupart des installations et défenses anti-aériennes de l'Iran, obtenant ainsi la supériorité aérienne sur l'ensemble du territoire iranien. Un exploit que la Russie n'a pas réussi à accomplir en Ukraine après plus de 3 ans d'une guerre humiliante. Vous voyez, l'Ukraine est 2,7 fois plus petite que l'Iran. Sur le papier, l'Iran a toujours dépassé l'Ukraine en termes d'infrastructures, de capacité de missiles et de production d'armes autonomes. De même, la Russie dépasse nettement Israël en population, en technologie et en influence internationale. Mais lorsqu'il s'agit de véritables combats, ces chiffres comptent peu. Même si la Russie se retrouvait à la place d'Israël, Moscou ne pourrait jamais obtenir une domination aussi rapide ou une supériorité décisive dans les airs.
Cela s'explique par la supériorité de l'armement occidental d'Israël, une meilleure préparation, des réseaux de renseignement inégalés et une planification opérationnelle précise. Les Ukrainiens ont rapidement dispersé leur système de mobile de missiles anti-aériens afin de les dissimuler aux frappes russes. De nombreux chasseurs ukrainiens ont également été évacués vers des aérodromes plus sûrs ou déplacés en permanence. C'est pourquoi, lorsque les missiles russes ont finalement frappé, ils ont principalement détruit des leurres ou des hangars vides. Les véritables lanceurs de défense aérienne ukrainiens ont survécu, et lorsque les avions militaires russes ont tenté de patrouiller le ciel ukrainien, ils ont rencontré une résistance féroce. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont abattu des dizaines d'avions russes. La Russie a perdu plus de 75 avions à voilure fixe rien que pendant les premiers mois, y compris des chasseurs bombardiers modernes Su-34 et des chasseurs de supériorité aérienne Su-35. Les pilotes ukrainiens, bien qu'ils aient un volé sur des MiG-29 et Su-27 plus anciens, ont également réussi à abattre des avions russes. À cause de ces lourdes pertes, la Russie n'a jamais pu supprimer suffisamment la défense aérienne ukrainienne pour contrôler entièrement le ciel. Ensuite, avec le soutien de l'Occident, la défense aérienne ukrainienne s'est même renforcée avec le temps. Kiev a commencé à recevoir des systèmes occidentaux modernes, tels que MESSAMZEIRIST et les batteries Patriot, ce qui a considérablement renforcé leur équipement soviétique obsolète. Cela a encore compliqué la tâche de la Russie, car les nouveaux systèmes occidentaux ont rapidement démontré leur grande efficacité. Par exemple, en mai 2023, la batterie américaine Patriot s'est illustrée en abattant plusieurs missiles hypersoniques russes Kinzhal au-dessus de Kiev, des missiles que Moscou qualifiait auparavant de pratiquement invulnérables. Alors que Poutine et ses généraux planifièrent leurs prochaines actions, leurs troupes étaient sur la défensive face à l'armée de l'air ukrainienne Et aux attaques aériennes ukrainiennes. Les militaires ukrainiens, ingénieux malgré le feu ennemi, utilisent désormais des drones à longue portée et des missiles reconvertis pour attaquer des bases aériennes au cœur de la Russie. En décembre 2022, des drones ukrainiens ont pénétré à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe et ont bombardé 2 bases de bombardiers stratégiques, endommageant plusieurs Tu-95 et Tu-160 que la Russie utilisait pour lancer des missiles contre l'Ukraine. De la même manière, en mai 2023, des drones ont attaqué Moscou elle-même, contournant le système de défense aérienne multicouche largement médiatisé de la Russie et frappant des bâtiments dans la capitale. L'une des attaques a même atteint le toit du Kremlin, ce qui a été une énorme honte pour le régime de Poutine. La Russie affirme avoir intercepté la plupart des drones. Cet incident a clairement montré qu'après de nombreuses années de guerre, la défense antiaérienne russe présente encore des vulnérabilités critiques. L'Ukraine a trouvé des moyens d'exploiter ses faiblesses et a déplacé le conflit directement sur le territoire russe. Malgré la puissance aérienne et les missiles russes, la résistance ukrainienne, un renseignement efficace et des systèmes de défense anti-aérienne occidentaux avancés ont contenu efficacement les attaques. Autrement dit, la Russie, malgré sa taille immense, n'a pas réussi à capturer ni à neutraliser la défense de l'Ukraine. Alors que le minuscule Israël, armé principalement de son intelligence, a mis à genoux l'Iran, qui, selon moi, est 14 ou 17 fois plus grand que lui en superficie. Certains pourraient penser que tout cela n'est dû qu'aux chasseurs F-35, mais c'est bien plus que cela. La différence se trouve dans la combinaison des capacités de renseignement occidentales supérieures à celles de l'Iran, la Russie et la Chine, et des technologies occidentales avancées face à leurs rivaux. Et enfin, dans l'intégration précise des forces et des décisions stratégiques plus intelligentes prises par chaque camp. Les experts affirment que la domination rapide d'Israël dans le ciel iranien n'est pas due à une supériorité numérique. En réalité, l'armée de l'air israélienne est bien plus petite que celle de la Russie, mais Israël a su exploiter ses atouts grâce à une stratégie et une exécution supérieures. Les premières frappes ont été menées par des chasseurs F-35 israéliens, sans doute les avions de combat les plus modernes au monde. Initialement acquis auprès des États-Unis, ils ont ensuite subi une modernisation approfondie utilisant l'électronique israélienne de pointe. Ces avions sont devenus pratiquement invisibles pour les radars. Les radars russes, qui étaient en service en Iran, n'avaient pratiquement aucune chance de détecter ces avions. Au moment où les bombes tombèrent déjà, les opérateurs iraniens regardaient littéralement du mauvais côté. L'attaque israélienne rappelait ce qui s'était passé dans les premières heures de la guerre du Golfe, en 1991,
À cette époque, l'armée irakienne disposait de l'armement soviétique le plus moderne, des chars de combat principaux, T-72, des chasseurs MiG-29, des avions d'attaque Su-25, des missiles balistiques Scud et un puissant système de défense aérienne comprenant des lanceurs de missiles surface air 2 et surface air 6. Sur le papier, tout cela. Sur le papier, cela semblait impressionnant. Cependant, lorsque les avions furtifs américains, en particulier les bombardiers F-117 Nighthawk, ont porté le premier coup, les stations radar irakiennes et les unités de défense aérienne n'ont même pas compris qu'une attaque avait commencé. Leur système radar soviétique n'était tout simplement pas capable de détecter les avions furtifs. Lorsque les opérateurs irakiens ont réalisé que quelque chose n'allait pas, les cibles clés de la défense aérienne étaient déjà détruites et le ciel au-dessus de l'Irak était totalement ouvert. Pourquoi la question ? Les cerveaux en Israël et aux États-Unis fonctionnent-ils mieux qu'en Iran et en Russie ? Il y a un proverbe populaire qui dit « Les aigles ne naissent pas en captivité ». Nous l'avons perçu comme l'impossibilité de devenir intérieurement libre et indépendant, mais je pense qu'il faut voir plus large. La Russie se déshonore pratiquement chaque jour. Ces 3 derniers... Presque tous les types de systèmes d'armes russes ont montré des défauts critiques, les rendant souvent inefficaces ou même dangereux pour leurs propres soldats. Russes, unités blindées, y compris les tout nouveaux T-72B3, T-80 et T-90, ont subi des pertes catastrophiques sur les champs de bataille ukrainiens. Les systèmes anti-chars occidentaux modernes, tels que le Javelin américain et les missiles Next Generation Light Anti-Tank Weapon britannico-suédois, se sont révélés extrêmement efficaces contre les blindés russes. La clé est la capacité du Javelin à attaquer par le dessus, frappant les chars là où le blindage est le plus mince. Cette tactique exploite un défaut sérieux et ancien dans la conception des chars russes. Les munitions stockées sous la tourelle dans un chargeur automatique s'enflamment instantanément lorsqu'elles sont touchées, provoquant de puissantes explosions internes, arrachant souvent complètement la tourelle. Les militaires ukrainiens appellent cela, avec ironie, l'effet du diable sortant de sa boîte. Les chars occidentaux ont une conception moins dangereuse, augmentant grandement les chances de survie de l'équipage. En plus de ces défauts de conception, la corruption généralisée dans le système d'approvisionnement militaire russe aggrave encore la qualité du matériel. Ceci est un bloc de blindage réactif explosif, qui est installé à l'extérieur du char pour le protéger contre les projectiles ennemis. Il s'avère que la plupart d'entre eux sont défectueux, mal installés, ou ne sont en réalité que des coquilles vides. De mauvaises normes de production et une corruption systémique font que les tankistes russes ne se doutent souvent même pas qu'ils partent au combat à bord de véhicules extrêmement vulnérables. Comme on volait à l'époque de Saltykov-Chtchedrine et de Gogol, on vole encore aujourd'hui. Et probablement, il y a toujours des règles. Tu voles au-dessus de ton rang ou de ta position. Soit tu prends moins, soit tu partages avec la hiérarchie. Malgré de nombreux échecs, la Russie reste un leader mondial dans les technologies de missiles et de défense anti-aérienne. Une réputation qui s'éloigne de plus en plus des résultats réels. Voyons cela de plus près. Examinons cela plus en détail et prouvons à quel point cette opinion est erronée, en commençant par le très médiatisé système russe PLO-S-400 Triumph, objet de fierté nationale, présenté comme égal ou même supérieur. Le système américain Patriot. La Russie a vanté à la Chine, la Turquie et l'Inde son système de défense aérienne longue porté comme étant le meilleur au monde. Cependant, l'Ukraine a à plusieurs reprises révélé ses vulnérabilités critiques, contournant avec succès et même détruisant plusieurs systèmes avec... Rien qu'en 2023, les forces ukrainiennes, avec l'aide des missiles balistiques Army Tactical Missile System fournis par les États-Unis, ainsi que probablement des drones ou des missiles Neptune, ont détruit au moins 2 batteries S-400 déployées en Crimée. Les services de renseignement britanniques et des sources militaires ukrainiennes ont confirmé ces pertes. C'est remarquable, étant donné la déclaration de la Russie sur sa prétendue invulnérabilité. Même lorsque les systèmes S-400 ne sont pas complètement détruits, ces systèmes échouent constamment à protéger les infrastructures russes les plus importantes. Par exemple, les missiles de croisière britannico-français Storm Shadow, livrés à l'Ukraine, ont contourné à plusieurs reprises les systèmes de défense aérienne S-400 et frappé avec succès des bases russes et des centres logistiques. Le S-400 a été conçu pour contrer ce type de menace, mais il ne semble pas y parvenir.
À la fin de l'année 2023, les experts occidentaux ont noté que les missiles ukrainiens percent de plus en plus souvent la défense antiaérienne russe, créant une menace réelle pour les civils russes Et les infrastructures civiles russes. En fait, la Russie a subi des pertes extrêmement élevées de systèmes de défense antiaérienne au total. Selon des données visuellement confirmées, depuis 2022, la Russie a perdu au moins 335 unités de moyens de défense antiaérienne détruites ou capturées. Cela inclut 18 lanceurs, 430 systèmes Pantsir S, un 60 systèmes de missiles antiaériens à courte portée TOR et d'autres. Ce sont des pertes catastrophiques pour du matériel qui est à la fois coûteux et considéré comme d'élite. Même de simples drones ukrainiens peu coûteux, dont certains ne valent que quelques centaines de dollars, ont régulièrement percé la défense, frappant des bases aériennes russes et des dépôts de carburant en profondeur à l'arrière, causant des pertes de dizaines, voire de centaines de millions. Je pense qu'à la suite de cette destruction de l'armement russe en Iran, les acheteurs vont encore une fois regarder vers l'Ukraine et se demander « Que se passe-t-il là-bas et pourquoi ?» Et ils comprendront que la Russie a simplement menti sur ses capacités à arrêter les armes occidentales. Eh bien, elle a tout simplement menti, c'est tout. Ce sont les 3 accusations contre Bibi Netanyahou avec lesquelles il se bat depuis 2019. Le procès a commencé en 2020, mais il a été interrompu. D'abord à cause du Covid, puis à cause de l'attaque du Hamas, bref, d'autres conflits dans la région. Il était après tout un peu occupé. Honnêtement, je ne me suis pas penché sur les détails ni sur la véracité des accusations. Mais Trump, disons, a écrit ce qui suit. Comment est-il possible que le Premier ministre d'Israël soit obligé de passer ses journées au tribunal pour une accusation stupide de détournement de cigares, de cognac et d'un jouet? C'est une persécution politique, exactement comme celle que j'ai subie. Et ce procès idiot, eh bien, tout ça, pour ainsi dire, ce sont toutes des choses à la Trump. D'autres déclarations, tweets et posts sur X. Chez lui, ça veut dire que ça gêne. Il a écrit que ce procès idiot entrave la progression vers la paix au Moyen-Orient et aux États-Unis. Elle a éliminé la menace nucléaire iranienne pour Israël. Maintenant, les États-Unis vont sauver les négociations de paix en défendant le Premier ministre. Trump a écrit qu'il avait étudié le dossier, ce qui n'est pas mon cas. Et, d'après ce que je vois, cet état profond essaie de nous empêcher de rendre le Moyen-Orient à nouveau grand. Cela veut dire, Trump? C'était une priorité pour le président depuis qu'il est entré en fonction de mettre fin à cette guerre cruelle. Il le sait très bien, il a aussi été victime du système judiciaire qui, eh bien, a essayé de le mettre en prison. Comme vous le savez tous, vous avez tous couvert cela. C'est une priorité pour le président depuis qu'il est entré en fonction de mettre fin à cette guerre cruelle à Gaza. C'est grâce à ce président que l'aide humanitaire est acheminée dans la région. Il est douloureux de regarder les images qui nous parviennent d'Israël comme de Gaza tout au long de cette guerre. Et le président veut que cela cesse, il veut sauver des vies. Et en même temps, la tâche principale du président reste également de ramener tous les otages chez eux depuis Gaza. Comme vous le savez, ces efforts inlassables ont permis de ramener chez eux de nombreux otages, y compris tous les citoyens américains qui étaient détenus là-bas. Il veut donc que ces 2 points soient réalisés et nous travaillons dur pour y arriver. Tout est de vrai. Et c'est précisément parce que Trump veut arrêter les guerres qu'il est détesté par tous ceux qui tirent profit de ces guerres. Certains gagnent de l'argent. Certains gagnent du pouvoir, d'autres une place au soleil. Cela entrave les négociations sur Gaza. L'Iran, c'est ce qu'il voulait dire. Cela gêne, parce que physiquement et logistiquement, cela a vraiment gêné. La première ministre devait se rendre au tribunal la semaine dernière, en plein milieu de négociations pour un accord de paix et de travail pour la libération d'otages d'une région en guerre. Et donc je pense que le président soulignait simplement son empathie envers Bibi Netanyahou, voyant ce qu'il traverse avec son système judiciaire dans l'État d'Israël. Évidemment, le président comprend cela parfaitement. Lui aussi a été victime du système judiciaire, qui, comme vous le savez tous, a essayé de l'envoyer en prison. Vous avez tous couvert cela, mais le président Trump a remporté, c'est pourquoi il est de retour au bureau ovale.
Selon lui, Bibi Netanyahou est un grand leader pour le peuple israélien avec qui le président a récemment collaboré étroitement. Pour mettre fin à cette guerre de 12 jours et détruire le site nucléaire iranien afin d'éliminer cette menace imminente non seulement pour l'État d'Israël, mais aussi pour les États-Unis d'Amérique et le reste du monde. Et il pense que le Premier ministre Netanyahou doit être félicité pour cela. Comme tout cela se ressemble, en Europe, les gens normaux sont appelés des extrémistes. Des extrémistes de droite, des fascisants, des radicaux. Chez nous, ceux qui disaient qu'il ne fallait pas faire d'opération de changement de sexe aux enfants étaient traités d'homophobes. D'accord, c'est pareil en Israël. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas si Netanyahou c'est un bon ou un mauvais leader. Je n'y vis plus depuis de nombreuses années, j'y vais bien sûr. Mais pour ainsi dire, pratiquement depuis 1984, oui, quand j'ai commencé à voyager d'Israël en Amérique et retour, je faisais des spectacles ici et là. Donc, je faisais des allers-retours. À partir de 1986, je suis resté ici, aux États-Unis. Donc, depuis cette époque, moi et Netanyahou n'étaient pas encore Premier ministre depuis cette époque. Et je ne peux pas dire que je comprends bien ou que je connais bien la politique intérieure, mais j'ai des impressions extérieures. Je m'intéresse à Israël et considère que c'est important. Eh bien, en général, s'il y a une notion de patrie, alors pour moi, Israël, c'est la patrie. Et ce n'est pas du tout un endroit où je suis né par hasard. Le parcours de ma famille allait de l'Autriche à travers l'Ukraine, la Russie et jusqu'en Israël. Certains sont simplement passés de l'Ukraine en Israël et d'autres de l'Autriche en Israël. Une partie de ma famille s'est retrouvée en Ukraine et en Russie, puis seulement ensuite en Israël. Donc, l'impression extérieure, c'est qu'il est celui qui a transformé ce pays socialement arriéré. J'y ai été dans les années 70-80, donc, j'ai observé là-bas, j'y ai passé presque 11 ans. Et là-bas, il y avait un socialisme arriéré dont, en fait, je me suis enfui à l'époque. Même si tout me plaisait beaucoup. Là-bas, j'avais un théâtre pour enfants, je m'en occupais avec plaisir, je publiais, j'écrivais, je prévoyais d'organiser une télévision, enfin, en général, je faisais toutes sortes d'activités au théâtre. Dans un théâtre ordinaire, je montais aussi des spectacles. Mais je fuyais la stagnation, cette ignorance provinciale. Maintenant, il n'y a plus ça là-bas. Et il me semble que Netanyahou a apporté une contribution énorme, bien que pas décisive, à la façon dont Israël a changé. Bon, d'accord, on peut dire ça comme ça. De plus, de mon point de vue, il a fait pour la sécurité d'Israël pas moins que Golda Meir et Ben Gourion. Et ce pourquoi on essaie de le juger, du moins ce qui nous parvient ici, c'est absolument absurde. On a l'impression qu'ils ont simplement trouvé un prétexte. En réalité, c'est pour une autre raison qu'on veut l'écarter, mais comme on ne peut pas l'attaquer là-dessus, on a inventé ce prétexte et maintenant on va développer cette histoire. Peut-être que ce n'est pas si simple pour les Israéliens, que ça ne se passe pas du tout comme ça. Je dis que c'est comme ça que ça nous paraît, de notre point de vue, disons. Et il me semble que ce dont on essaye de l'accuser, de le juger, c'est absolument insensé. S'il est si mauvais, alors dites-le au peuple, s'il vous plaît, et ils choisiront un autre leader. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a annoncé près de 15 milliards de dollars de fraude dans notre système de santé, qu'ils ont réussi à découvrir et peut-être à arrêter. À mon avis, les démocrates ont volé plus que la moitié du budget de l'Union européenne, ou du moins avec leur participation. Disons simplement que ce sont les démocrates. Avec la complicité des démocrates, il a été détourné plus que la moitié du budget de l'Union européenne. Cela me convient. Voyons ce que disent les deux côtés de la barrière. Le ministère de la Justice des États-Unis tient une conférence de presse concernant Tsikiruyu, la plus grande opération coordonnée de lutte contre la fraude dans le secteur de la santé de l'histoire du ministère de la Justice. Plus de 320 personnes ont été inculpées dans le cadre de schémas présumés pour un montant de plus de 14 milliards de dollars. Dans le cadre de cette opération, de l'argent liquide ainsi que des voitures de luxe et des biens immobiliers ont été saisis, ce qui permet de restituer des fonds réels. Aux contribuables américains et à nos programmes publics de santé. Au cours de cette opération, nous avons identifié et inculpé des accusés opérant depuis la Russie, l'Europe de l'Est, le Pakistan et d'autres pays étrangers.
Ces personnes se sont infiltrées dans notre système de santé afin de voler l'argent des contribuables américains. Voici juste un exemple. Juste un exemple. Nous avons démantelé un système dans lequel une opération complexe, dirigée depuis la Russie et l'Europe de l'Est, a stratégiquement acquis des dizaines d'entreprises de fourniture de matériel médical aux États-Unis et a soumis pour plus de 10 milliards de dollars de demandes frauduleuses de remboursement de soins médicaux à Medicare. C'est vraiment le cas, et vous l'entendrez de chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que cela doit être. C'est la plus grande et la plus vaste opération du ministère de la Justice contre la fraude dans le domaine de la santé de toute l'histoire. Qu'il ait été possible pour quelqu'un de disposer de 15 milliards de dollars pour de telles manipulations est une folie et une honte. Mais c'est exactement ainsi qu'on nous attaque aujourd'hui, et ce ne sont pas de petits escrocs qui s'en occupent. Comme vous l'entendez déjà et le lirez encore, derrière tout cela se cachent des syndicats organisés qui cherchent délibérément à nuire à l'Amérique. Et pourquoi nuisent-ils à notre système de santé? Eh bien, c'est probablement la plus grande cible de toutes. Elle représente environ 1,7 milliard de dollars de paiement. Donc c'est une énorme cible de notre côté. Et ils peuvent percer le voile de protection simplement en obtenant les numéros d'identification de nos personnes âgées, des bénéficiaires ou d'autres. Et ainsi, en utilisant ces outils, et vous les Américains pour nous nuire. Tout un groupe de citoyens américains travaillant dans le système de santé, plus des hackers entraînés de Russie, plus beaucoup d'argent qui a permis à ce groupe d'acheter plus de 10 entreprises américaines. Des entreprises médicales, et au nom de celles-ci, émettre n'importe quelle facture, totalement fictive. Le ministère de la Santé approuvait et envoyait les paiements via une personne en interne. Il y avait sûrement plusieurs personnes impliquées, selon vous. Au total, Gradine, donc, au début, ils ont découvert environ 10 milliards et maintenant ils parlent d'environ 15 014 avec un bon surplus. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est changer le paradigme lui-même. Nous ne faisons pas que capturer des criminels et les mettre derrière les barreaux, mais nous coupons réellement ces schémas pour que l'argent ne quitte même pas nos comptes bancaires. Parce qu'au moment où nous découvrons que ces criminels ont volé de l'argent, il est déjà parti. Il se retrouve quelque part à l'étranger, dans les coffres d'un pays étranger, où des dirigeants étrangers se réjouissent d'avoir pu profiter du peuple américain. Voici un schéma explicatif du ministère de la Justice qui montre vraiment comment ce système fonctionnait, pour un montant de 10 milliards de dollars. Et c'est simplement déprimant à répétition. En politique, tout est tellement divisé en ce moment, vous ne trouvez pas? Nous vivons à une époque où les gens sont tellement divisés en camps qu'ils perdent de vue ce qui se passe réellement dans le monde. N'est-ce pas? Il y a des gens qui escroquent Medicare de plus de 10 milliards de dollars par an. Et j'ai encore 2 points à vous présenter qui ont permis d'empêcher l'organisation de recevoir tout, sauf environ 41 millions, sur environ 4 milliards 45 millions qui devaient être versés. Medicare. Qu'est-ce que cela signifie? 4,40. 5 centièmes de milliards de dollars de paiements frauduleux devaient être versés par Medicare. Deuxièmement, dans une autre affaire liée à l'influence étrangère. Des accusations ont été portées dans le district nord de l'Illinois dans une affaire concernant un stratagème de 703 millions de dollars, dans le cadre de laquelle, selon les allégations, les numéros d'identification des bénéficiaires de Medicare et d'autres informations médicales confidentielles ont été obtenus par vol et par des pratiques de marketing frauduleuses. Cette affaire, souligne Chris, montre vraiment que les programmes gouvernementaux américains, en particulier les programmes de santé, deviennent la cible d'escrocs internationaux, de groupes criminels transnationaux utilisant des identités volées. En partie parce que c'est assez simple pour eux. Le docteur Mehmed Oz, qui dirige l'agence responsable des programmes Medicare et Medicaid, a apparemment laissé entendre aujourd'hui qu'ils changent leur approche de gestion, qu'ils essaient d'introduire l'intelligence artificielle et d'autres technologies pour empêcher la fuite de ces fonds. Pour stopper une partie de cette fraude, le ministère de la Justice a également annoncé la création d'un soi-disant centre de fusion des données sur la fraude afin d'essayer de recueillir plus d'informations sur l'identité de ses clients. Jusqu'à présent, Chris, il était trop facile pour les fraudeurs de facturer le gouvernement américain et de partir avec des milliards de dollars. Ces criminels n'ont pas seulement volé l'argent de quelqu'un, ils vous ont aussi volé. Chaque demande frauduleuse, chaque fausse facture, chaque système de pots de vin, ce sont de l'argent pris directement dans les poches des contribuables américains qui financent ces programmes essentiels par leur travail et leur sacrifice. Et lorsque les criminels trompent ces programmes, ils ne commettent pas simplement un vol.
Ils augmentent notre déficit national et mettent en danger la viabilité à long terme du système de santé pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les citoyens les plus vulnérables. Pourquoi, 4 ans auparavant, personne ne l'avait remarqué? Comment se fait-il que les audits comptables n'aient pas fonctionné? Pourquoi, dès l'arrivée de la nouvelle direction, le schéma a-t-il été immédiatement découvert? Je comprends donc que quelque part, quelqu'un vit bien à nos dépens. Ou alors, peut-être qu'avec cet argent, on achetait des drones à l'Iran et des missiles et des soldats à la Corée du Nord. Ou bien une partie de l'argent allait aux Hamas pour qu'ils s'entraînent, tirent et manipulent des armes que quelqu'un de la Maison-Blanche a offertes aux Moudjahidines pour les diffuser. Évidemment pour tuer des Américains et des Israéliens partout dans le monde, qui sait, peut-être que les armes restantes là-bas, pour 50 ou 80 milliards, servent à ça. Encore une fois, il y a différents chiffres à ce sujet. En Afghanistan, cela a peut-être été laissé, coordonné, précisément avec l'idée que cela se répandrait ensuite dans le monde. Et que cela s'est produit avec la participation de la direction de l'Union européenne, du Parti démocrate des États-Unis et des habitants d'Israël, précisément ceux qui mènent la campagne contre Netanyahou. Quand on y pense comme ça, tout semble s'empiler dans une seule pile. Je viens tout juste de publier une interview avec Holden qui a sérieusement averti le pays qu'à l'époque de Biden, plus de 1000 citoyens iraniens sont entrés et se sont fondus aux États-Unis. Plus d'1 millier d'Iraniens se sont mêlés à la population. D'après ce que j'ai lu, 246 ont été attrapés, les autres sont recherchés. Donc, Holden suppose qu'il s'agit de terroristes dormants, qu'il y a parmi eux des terroristes dormants dont l'ayatollah a informé par son discours. D'hier ou même d'avant-hier, disant que la lutte est encore loin d'être terminée. Parmi les Irano-Américains, la peur est largement répandue que certaines cellules dormantes aient infiltré les États-Unis pendant l'administration Biden. Que savez-vous des soi-disant cellules dormantes et que... Tous les Américains devraient-ils être préoccupés par les cellules dormantes? Sous l'administration Biden, la frontière a été ouverte. Plus de 2 millions de personnes sont entrées selon les vidéos, les données des drones et les capteurs. Ce n'est pas une supposition. Elles ont traversé la frontière. Ils ont payé plus cher pour se cacher. Nous connaissons leur identité, leur origine, leur emplacement actuel et la raison de leur présence ici. Alors pourquoi 2 millions de personnes paient-elles plus cher pour se cacher? Vous payez un certain montant au cartel pour atteindre la frontière et vous rendre aux personnes en uniforme vert, n'est-ce pas? Soit vous payez plus cher pour aller à New York ou Chicago sans être arrêté, mais pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas payé moins cher pour obtenir un vol gratuit vers la ville de leur choix? Une chambre d'hôtel, 3 repas quotidiens, des soins médicaux gratuits et un permis de travail offert après quelques mois. Pourquoi 2 millions de personnes ne profitent-elles pas de ce programme gratuit et paient plus cher pour rester discrètes? Ils ont refusé la vérification et de donner leurs empreintes digitales. Ils pouvaient être ceux qui trafiquent de du fentanyl et des femmes et enfants représentant une menace pour la sécurité nationale. Malheureusement, je vais devoir vous dire au revoir sur cette note. N'oubliez pas que nous avons un programme de parrainage qui commence à 4 $ par mois. Et spécialement pour les parrains, nous organiserons des rencontres, des discussions et des vidéos supplémentaires. Et en plus pour tous ceux qui souhaitent nous recevoir en cadeau de ma part, le livre Capitalisme sans un, ou donc, en anglais, il a été écrit et s'appelait Capitalisme sans un. C'est-à-dire comme un premier cours, une sorte de cours d'introduction à l'université. Oui, c'est une lecture captivante, c'est une introduction au monde du libre marché avec plein d'anecdotes historiques, de récits de témoins, d'énigmes, de fables. Tout est fait pour que ce soit intéressant et captivant à lire. Et d'ailleurs, là-bas, disons, on peut aussi réfléchir, il y a des énigmes, on peut ne pas regarder la réponse tout de suite, mais essayer de la trouver soi-même, puis vérifier ensuite. Donc, si vous le souhaitez, en bas sous la vidéo, il y aura ce fameux lien, cliquez dessus, on vous demandera votre nom de famille ou votre prénom, écrivez votre prénom, puis l'email auquel envoyer. Et, à mon avis, il y a 4 types de choix, donc vous pouvez choisir un autre système pour votre téléphone, ou le télécharger pour le vôtre.
Et ensuite, attendez 20 secondes. Si cela n'est pas arrivé, vérifiez votre dossier spam. Parce que nous savons exactement que le premier jour où j'ai annoncé cela, environ un tiers de ceux qui ont commandé l'ont reçu dans les spams et ont commencé à nous demander « Où est mon livre ?» C'est le livre qui est dans les spams. Au fait, ensuite, toutes les 24 heures, vous recevrez un épisode de 10 minutes de mon projet Feuille de route. 10 minutes pour entraîner votre cerveau. Mesdames et messieurs, cette gymnastique cérébrale matinale est aussi remplie de toutes sortes d'histoires et d'anecdotes. Parfait pour le café du matin. Pour rire un peu, apprendre du nouveau et se dégourdir les méninges, il faut aussi penser de temps en temps. Le lien vers le livre et l'abonnement à la feuille de route seront ci-dessous. Sur ce, nous allons vous dire au revoir et à la prochaine. Sous-titres réalisés par